Alors, good morning, everyone. Bonjour à tous. Alors, c'est un véritable plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. It's a real pleasure for me to be. C'est un grand plaisir pour moi que d'être parmi vous aujourd'hui, où vous participez à cette conférence importante. Je vais présenter certains des progrès accomplis à la chaire en sclérodermie au cours des 10 dernières années, et ceci nous amènera du passé récent au présent, puis au proche avenir. Je vais faire ma présentation en français, mais toutes mes diapos sont en anglais. J'ai un très bon pointeur, mais je n'en ai qu'un. Donc, je vais pointer à droite, ici, et excusez-moi pour ceux et celles d'entre vous qui se trouvent à ma gauche. Des progrès qui ont été faits en sclérodermie, en recherche, grâce à la chaire de recherche depuis une dizaine d'années. Et ceci va nous amener du passé récent au présent et ensuite au futur proche. Mais d'abord, pourquoi avons-nous besoin de faire de la recherche en sclérodermie? Hier, il y avait l'Assemblée générale de Sclérodermie Québec et il y a une personne qui a demandé « Est-ce qu'on ne serait pas mieux d'investir de l'argent davantage dans le soutien aux malades? » Et c'est une excellente question et je sais que cette question-là, Sclérodermie Québec, se la pose tous les jours. Mais soyons conscients que la sclérodermie diminue la qualité de vie et l'espérance de vie de milliers de Canadiens, dont plusieurs sont ici aujourd'hui. Et pour moi, la recherche, c'est une manière constructive de combattre la fatalité. Vous avez la sclérodermie et cette fatalité vous a été imposée, vous ne l'avez certainement pas demandé. Comment transformer ceci en quelque chose de constructif? Eh bien, la recherche est une manière de l'accomplir. Et la recherche peut se faire d'une manière collective. Ce ne sont pas seulement des chercheurs qui travaillent au laboratoire, il y a également des malades qui peuvent y participer. Et c'est un combat collectif contre l'ignorance. Je dis toujours, je ne peux pas combattre la sclérodermie avec de l'ignorance, ça nous prend des connaissances, et les connaissances nouvelles viennent de la recherche. Et soyez assurés que les malades bénéficient toujours d'avoir des équipes de recherche qui sont à l'avant-garde des connaissances. Quelques mots sur ce qu'est la chaire de recherche. La chaire de recherche, eh bien, c'est une chaire qui est capitalisée à l'Université de Montréal. Et la chaire, en fait, au départ, c'est un document légal qui a été signé par Sclérodermie Québec, qui est d'ailleurs l'initiateur de ce projet, par l'Université de Montréal et par le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Et le fait que toutes ces entités soient impliquées dans la signature de ce document, ça implique qu'il y a une reconnaissance institutionnelle que la sclérodermie est un secteur important de recherche. Et comme la sclérodermie est une maladie orpheline et qu'il y a d'autres domaines de recherche, cardiovasculaires, sida et autres, qui ne sont pas le cancer, des secteurs qui ne sont pas moins importants, mais qui sont en fait, qui atteignent plus de gens dans la société, la chaire nous permet d'avoir un instrument qui conserve une niche spécifique pour la sclérodermie au niveau, si on peut dire, politique. Maintenant, notre but avec cette chaire, c'est d'améliorer la qualité de vie et l'espérance de vie des personnes atteintes de sclérodermie, et notamment en amplifiant et en accélérant la recherche et en attirant les meilleurs chercheurs et les meilleurs médecins. Alors, un exemple que vous pouvez voir ici de comment le fait d'avoir une chaire a un impact au niveau institutionnel, eh bien, c'est ce que vous avez sous les yeux. Et vous voyez ici notre bien-aimée Henriette Pelland, qui est avec nous ce soir, ou plutôt ce matin. Et ce que vous avez là, en fait, c'est un extrait du programme d'une grande activité de levée de fonds qui a eu lieu
au CHUM au mois de juin de cette année. Et à cause de la chaire, eh bien, la sclérodermie s'est imposée dans ce programme auquel assistait le ministre de la Santé du Québec, le maire de Montréal et aussi un récipiendaire d'un prix Nobel de médecine. Alors, la chaire nous aide à nous positionner au niveau institutionnel à un moment où les budgets institutionnels en santé ont peut-être tendance à rapetisser ou en tout cas ne pas augmenter autant que nous le souhaiterions. Comment est-ce que la chaire fonctionne? Eh bien, la chaire regroupe en fait une équipe multidisciplinaire de chercheurs, médecins et PhD qui forment le CHUM, Scleroderma Research Group, ou le groupe de recherche en sclérodermie du CHUM, qui fait de la recherche fondamentale, également de la recherche clinique et aussi de la recherche au niveau thérapeutique, et nous allons en parler dans les minutes qui viennent. Nous avons une forte interface entre la recherche fondamentale et la clinique. En d'autres termes, les questions que nous posons au laboratoire dérivent du fait que, comme médecins, nous voyons des malades, et ceci assure une grande pertinence, croyons-nous, aux questions de recherche que nous posons. Alors, voici quelques membres, ou certains des membres de cette équipe multidisciplinaire qui est composée de médecins rhumatologues, de médecins spécialistes en médecine interne, médecine vasculaire, dermatologie et de chercheurs fondamentalistes PhD. Et je veux souligner la présence avec nous aujourd'hui du docteur Tamara Grodzicki, que plusieurs d'entre vous connaissez, puisqu'elle écrit des articles dans le bulletin de Sclérodermie Québec régulièrement. Et Dr. Grodzicki est également notre liaison avec le Canadian Scleroderma Research Group du Dr. Barron, qui prendra la parole après moi. Et Dr. Grodzicki aura d'ailleurs cet après-midi un atelier sur les manifestations pulmonaires de la sclérodermie. Alors, voici 4 questions clés qui peuvent être posées dans notre bataille pour arrêter et peut-être même un jour prévenir la sclérodermie. Est-ce qu'au Canada, on peut déterminer la mortalité associée à cette maladie? C'est une question qui est difficile. C'est une question, spontanément, on ne veut pas en entendre parler, mais c'est une question qui est très importante parce que si nous voulons avoir l'heure juste au sujet de cette maladie, il faut bien, à un moment donné, parler de cette réalité qu'est la mortalité qui est associée. Et le fait de parler de mortalité nous permet également de mieux cibler, comme vous allez le voir, dans quelle direction la recherche devrait être orientée. Parce qu'on le sait, les moyens disponibles sont limités, on ne peut pas courir dans toutes les directions et nous avons une approche qui est très focused, très ciblée, et les chiffres de mortalité nous aident à prendre ces décisions comme vous allez le voir. Est-ce qu'il est possible de diagnostiquer la sclérodermie plus tôt? Quels sont les mécanismes pathologiques qui causent les dommages aux organes internes? Une question très complexe. Et est-ce qu'il est possible de développer des traitements nouveaux qui vont bloquer les mécanismes pathologiques et ainsi arrêter la progression des lésions internes, de l'atteinte de la peau, et ainsi de suite? Alors, voici ce que je vais vous présenter sommairement. Et vous voyez en fait qu'à travers les travaux faits sous l'égide de la chaire, nous avons depuis une dizaine d'années commencé à répondre à ces questions, d'où le titre de cette présentation, 2002 à 2012, du présent du passé récent au présent et jusqu'au futur proche. Alors, la première question porte donc sur la mortalité et je vais vous montrer seulement quelques statistiques. C'est une étude qui a été publiée en 2002 dans la revue Medicine et qui a porté sur 300 malades qui ont été suivis au CHUM durant la période 1984 à 1999.
Et les malades ont été divisés simplement en fonction du degré d'atteinte de la peau lors de la première visite. Certains patients n'avaient pas d'atteinte de la peau, mais d'autres avaient une atteinte qui était au niveau des doigts. On les a classifiés comme sclérodermie limitée. Ceux et celles qui avaient une atteinte de la peau du tronc ont été classifiés comme ayant une forme diffuse, et ceux qui étaient entre les deux, eh bien, ont été classifiés comme ayant une forme intermédiaire. Et nous avons donc suivi pendant 15 ans ces 300 malades et analysé les taux de mortalité. Et vous voyez ici que sur ces 300 patients, eh bien, il y a eu un taux de décès qui était de 20 %. Il y a eu 66 décès. Et les décès qui étaient dus à la sclérodermie spécifiquement, eh bien, sont survenus dans environ 50 % des cas, 53 % exactement. Il y a eu, bien sûr, des décès dus au cancer, des décès dus aux maladies à l'artériosclérose, mais la sclérodermie a donc été la cause de décès chez, dans 50 % des cas. Comprenons-nous bien ici, beaucoup de patients ne décèdent pas de sclérodermie, comprenons-nous bien, mais il y a un certain nombre de patients qui décèdent, et dans notre cohorte, la moitié de ces décès sont dus à la sclérodermie. Et ce que nous avons démontré, c'est que le taux de décès est relié au degré d'atteinte cutanée. Moins il y a d'atteinte au niveau de la peau, moins il y a d'induration d'épaississement cutané, moins il y a de décès. Et inversement, plus il y a une atteinte cutanée qui est extensive, eh bien, malheureusement, plus le taux de décès est élevé. Et vous voyez ici que dans la forme limitée de sclérodermie, eh bien, le taux de décès était de l'ordre d'environ 43 %, alors que dans la forme intermédiaire, le taux de décès dû à la sclérodermie était de 57 % et que dans la forme diffuse, eh bien, tous les décès étaient dus à la sclérodermie. Donc, plus il y a d'atteinte cutanée extensive, plus il y a un risque de décès par sclérodermie. Nous avons étudié ceci également en employant ce qu'on appelle en anglais des survival curves ou des courbes de survie qui nous permettent de voir autant à 2,5, 5 ans, 7,5, 10 ans et ainsi de suite, quel est le taux de survie. Et on voit que chez les patients qui avaient la forme diffuse de la maladie, eh bien, lorsque l'on est rendu à 10 ans, le taux de survie dans notre cohorte était de 60 %. Donc, il y avait eu 40 % de mortalité. Et on voit que dans la forme limitée et la forme intermédiaire, il y a heureusement beaucoup moins de mortalité, mais au fur et à mesure que le temps passe et qu'on va vers 15 ans, 17 ans, eh bien, le taux de mortalité commence à augmenter, ce qu'on appelle le late mortality associé à cette maladie. Et cette mortalité survient plus tôt qu'elle ne devrait survenir compte tenu de l'âge et du sexe des malades. Alors donc, la sclérodermie cause de la mortalité dans tous les sous-groupes où il y a une atteinte de la peau et le risque de mortalité est plus grand dans la forme diffuse. Maintenant, je ne vous présente pas ces données pour vous désespérer, n'est-ce pas? Je les présente parce que je pense que ce sont des données importantes qu'on ne peut pas cacher en dessous du tapis. Cela dit, Janet Pope, qui est ici aujourd'hui et qui anime un atelier cet après-midi, a étudié la mortalité au Canada et plus particulièrement en Ontario plus récemment que nous. Elle l'a étudié au 21e siècle. Et elle a noté que survival of patients with scleroderma is improving. Le taux de survie s'améliore. Et quand nous-mêmes nous comparons nos statistiques à celles qui avaient été obtenues à Toronto par Peter Lee, qui a été un pionnier de la recherche en sclérodermie au Canada, eh bien, on constate que nos statistiques à nous sont meilleures que celles du Dr. Lee, qui sont plus anciennes.
Donc, au fur et à mesure que le temps passe, grâce aux meilleurs traitements, dont va nous parler tantôt le docteur Massetto, l'espérance de vie augmente. Mais cela dit, vous le savez, la sclérodermie n'est pas seulement une cause de mortalité, c'est une cause de souffrance. Ce que les médecins appellent un peu d'une manière, avec un euphémisme, morbidity. Mais la morbidité, au fond, c'est la souffrance. Et l'équipe du Dr. Barron s'intéresse particulièrement, notamment, à étudier la morbidité de la sclérodermie. Et cette morbidité et cette mortalité font qu'il est vraiment nécessaire d'apprendre à diagnostiquer plus tôt la sclérodermie et également de la traiter plus tôt et mieux. Alors, ceci nous amène à la deuxième question. Est-ce qu'il est possible de faire un diagnostic de sclérodermie beaucoup plus tôt que nous ne l'avons fait jusqu'à récemment? Et la réponse à cette question, c'est oui. Il est possible maintenant de diagnostiquer la sclérodermie beaucoup plus tôt, en fait, même des années avant les méthodes diagnostiques traditionnelles. Et ceci est une étude que nous avons publiée dans Arthritis and Rheumatism, qui est la meilleure revue au monde dans notre domaine de la rhumatologie, et dans laquelle nous avons étudié les personnes qui avaient un phénomène de Raynaud isolé, donc seulement le phénomène de Raynaud, pas de manifestation de sclérodermie ou d'autres maladies. Et nous avons étudié les anticorps de la sclérodermie et aussi les anomalies capillaires en utilisant la capillaroscopie. C'est un travail, je ne vous le cache pas, massif, qui a duré 20 ans et qui, en fait, a impliqué des centaines de malades. Et voici ce que nous avons utilisé comme méthode. Vous avez ici des images de capillaroscopie. Alors, vous voyez de quoi ont l'air des capillaires normaux ici. Ça, c'est un doigt. Vous avez l'ongle, le cuticule, et vous voyez l'aspect normal des capillaires qui sont très fins et allongés, alors que dans la sclérodermie, les capillaires deviennent dilatés et sont raréfiés également, leur densité diminue, et ces changements sont extrêmement suggestifs de la présence de sclérodermie chez quelqu'un qui a un phénomène de Raynaud. Et nous avons étudié également la présence dans le sang de ces personnes à la première visite, lorsqu'elles nous étaient dirigées, des anticorps, ou plus spécifiquement des auto-anticorps caractéristiques de la sclérodermie, et que vous voyez ici, qui sont les anti-topoisomérase 1, les anti-TH-TO, les anticentromères ou anti-SEN-B et les anti-RNA polymérase 3. Et chacun d'entre vous qui est ici présent aujourd'hui et qui a la sclérodermie a dans son sang l'un ou l'autre de ces anticorps. Et pour faire une longue histoire courte, et sans entrer trop dans toutes les valeurs mathématiques que vous voyez ici, nous avons démontré qu'il y a une très forte association entre la présence d'anomalies au niveau des capillaires, de la présence également d'anticorps de sclérodermie pour la prédiction d'une sclérodermie à venir chez les personnes atteintes de Raynaud. Et lorsque quelqu'un a un Raynaud isolé avec un anticorps de sclérodermie et des capillaires anormaux, cette personne-là a un risque 60 fois plus élevé de développer une sclérodermie qu'en l'absence de ces anomalies. Nous avons également étudié l'évolution dans le temps de ces anomalies. En d'autres termes, à partir du moment où on a le Raynaud, les anticorps et les capillaires anormaux, combien de temps ça prend pour que la sclérodermie apparaisse selon les manifestations cliniques caractéristiques. Et vous voyez ici que, en fait, ça a pris 5 ans pour environ, pour que 66 % des patients développent une sclérodermie. À 10 ans, il y avait 73 % des malades. Et au dernier suivi, environ à 15 ans, eh bien, nous avions atteint 80 % des malades. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait un graphique,
Ça veut dire que toutes les personnes qui ont un rénal isolé, des capillaires anormaux et un anticorps de sclérodermie vont éventuellement développer la maladie. Par conséquent, nous pouvons maintenant diagnostiquer la maladie beaucoup plus tôt qu'avant et même des années avant les méthodes de diagnostic traditionnelles. Et on peut penser que si un traitement existait, malheureusement ça n'existe pas encore, mais si un traitement existait et qu'on l'administrait à ce stade précoce, eh bien, on pourrait prévenir et arrêter les dommages aux organes internes. Malheureusement, comme je le disais, il n'y a pas encore de traitement spécifique pour la sclérodermie. Tantôt, Dr Massetto va vous parler des traitements. Il y a de bons traitements qui aident énormément et qui aident à ralentir ou même à arrêter certaines des manifestations. Mais on donne toujours ces traitements-là after the fact. Et ce que ça nous prend vraiment, ce sont des traitements qui sont beaucoup plus spécifiques et ciblés, adaptés en fonction des anomalies ou des cascades biologiques anormales chez les malades atteints de sclérodermie. Et c'est de cela que je vais maintenant vous parler parce que c'est là qu'est le futur. Alors, pour comprendre les mécanismes pathologiques de la sclérodermie, il faut que nous parlions un petit peu de cellules et de molécules. Et je disais hier soir à M. Barry, la sclérodermie, malheureusement, ce n'est pas comme une pneumonie causée par le pneumocoque. Vous avez une pneumonie causée par le pneumocoque, on vous donne un antibiotique, c'est guéri. Ça serait merveilleux si on pouvait faire ça en sclérodermie, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que ce qui fait que les lésions surviennent, c'est à cause de mécanismes pathologiques très compliqués. Il n'y a pas qu'un seul mécanisme pathologique actif dans la sclérodermie, il y en a au moins 4. Et ces mécanismes-là sont intriqués les uns dans les autres. Et c'est ce qui explique que nous n'ayons pas, à ce jour, de traitement spécifique. Et vous voyez ici qu'il y a des cellules comme les monocytes qui sont impliquées et qui vont causer de l'inflammation. Vous voyez également qu'il y a de l'auto-immunité et production d'auto-anticorps, notamment les anti-topoisomérase 1, desquels nous allons parler davantage tantôt. Il y a bien sûr les fibroblastes qui sont impliqués et qui vont produire trop de collagène, et l'excès de collagène va conduire, bien sûr, à la fibrose. Et enfin, last but not the least, il y a l'atteinte vasculaire qui commence avec une atteinte au niveau des cellules endothéliales. On pense que la première lésion, la toute première lésion, quand la sclérodermie commence, bien avant que n'apparaissent les manifestations cliniques, c'est une lésion au niveau des cellules endothéliales, donc une lésion vasculaire, et déclenchée par un agent que malheureusement on ne connaît pas encore, et qui va entraîner une apoptose des cellules endothéliales, et je vais vous expliquer ce terme dans une minute. Maintenant, nous nous sommes intéressés particulièrement aux anticorps anti-topoisomérase 1. Pourquoi? Eh bien, parce que dans notre série de patients, c'est l'anticorps qui est le plus associé à la mortalité. Et vous voyez ici que 10 ans après le diagnostic, nos patients qui ont l'anticorps anti-topo ont un taux de décès de 30 %. Et donc, c'est un marqueur pour un risque élevé de mortalité. Et cet anticorps est présent chez environ 20 % des patients qui ont la sclérodermie. Selon certaines séries, c'est 15 %, selon d'autres, c'est 30 %, mais la moyenne est environ 20 %. Donc, ce ne sont pas tous les malades qui ont cet anticorps, mais environ 20 %. L'autre raison pour laquelle nous sommes attardés et avons choisi comme sujet de recherche les anticorps anti-topo, eh bien, c'est qu'ils sont fortement associés à des manifestations qui sont justement devenues des causes importantes de mortalité en sclérodermie, et notamment la fibrose pulmonaire et aussi la présence d'une atteinte du cœur grave.
Et ces données nous ont donc amenés à nous poser la question, puisque les anticorps sont fortement associés à la mortalité, qu'ils sont associés à la fibrose d'organes internes importants, est-ce que les anticorps pourraient causer ces problèmes? Est-ce qu'ils pourraient contribuer à la fibrose? Et cette idée-là, qui peut paraître assez évidente, était jusqu'à récemment jugée comme un peu non orthodoxe parce que les chercheurs en général pensaient que les anticorps ne jouaient pas de rôle mauvais dans la sclérodermie. Mais comme vous allez le voir, nous sommes en train de démontrer de plus en plus qu'il y a des auto-anticorps qui contribuent aux manifestations de la maladie. Maintenant, avant d'embarquer, disons, dans le mécanisme plus complexe que je vais vous expliquer dans un instant, je voudrais simplement rappeler la relation qu'il y a entre un anticorps et la molécule contre laquelle l'anticorps est dirigé, qui s'appelle antigène. Alors, quand on dit anticorps, on dit nécessairement antigène. C'est un couple unique et indissociable, et la relation entre l'anticorps et l'antigène, elle est un peu la même que celle entre une clé et une serrure. Et si on veut comprendre comment fonctionne la clé, l'anticorps, eh bien, il faut comprendre comment fonctionne la serrure, l'antigène. En d'autres termes, si on veut comprendre comment fonctionnent les anticorps antitopo, je vais dire antitopo parce qu'antitopo isomérase 1, c'est trop long. Alors, comment fonctionnent les antitopos? Il faut comprendre comment fonctionne l'antigène, c'est-à-dire la topo. Et ce que je vous dis là, ça peut paraître évident, mais c'était une approche qui n'était pas beaucoup utilisée en recherche en sclérodermie. Et cette façon de penser nous a amené à faire une percée dont je vais maintenant vous parler. Et ces résultats de recherche ont été publiés dans Arthritis and Rheumatism en 2004, également dans 2006, et nous avons une troisième publication toute récente dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais d'abord, pour ne pas aller trop vite et qu'on puisse bien se comprendre, je vais vous parler et vous faire un résumé de nos conclusions suite à ces deux articles. En fait, ce que nous avons découvert, c'est que la topo, l'antigène, a deux fonctions cellulaires. Normalement, dans le corps humain, une molécule sert une fonction biologique. Mais la topo a une double personnalité. Elle a deux fonctions biologiques. Lorsque la topo, l'antigène, est dans les cellules, elle a une fonction biologique qui est très connue, qui n'a aucun rapport avec la sclérodermie et dont je ne parlerai pas. Mais ce que nous avons découvert, c'est que lorsque la topo est à l'extérieur des cellules, elle a à ce moment-là une deuxième fonction biologique et la topo peut à ce moment-là se lier à la surface des fibroblastes, qui sont, comme on l'a vu tantôt, des cellules très importantes pour la sclérodermie. Mais les fibroblastes sont également très importants pour la guérison des plaies. Et ce que nous avons découvert, c'est que chez les personnes normales, la topo joue un rôle dans la guérison des plaies. Alors que dans la sclérodermie, quand il y a dans le sang des malades des anticorps anti-topo, eh bien, à ce moment-là, ces anticorps vont se lier à la topo, à la surface des fibroblastes, et vont perturber le processus de guérison normal, vont causer en fait un processus de cicatrisation continue qui va entraîner la fibrose. Voilà ce que nous avons découvert. Et nous allons l'illustrer dans les diapos qui viennent avec quelques schémas pour vous aider à comprendre et pour m'aider moi aussi, parce que c'est assez compliqué et des fois, ce n'est pas nécessairement facile de s'y retrouver. Alors, ce que vous avez ici, c'est au fond une artère qui est en coupe
Et je ne les vois pas d'où je suis, mais vous avez un petit cercle noir qui entoure des petits cercles qui sont bleus foncés ou violets et qui correspondent au noyau de cellules endothéliales. Alors, les cellules endothéliales tapissent l'intérieur de l'artère. Et ces cellules endothéliales-là sont donc en contact normalement avec le sang et elles empêchent le contenu du sang de passer dans la paroi de l'artère et de passer dans les tissus qui entourent l'artère. Maintenant, lorsqu'il y a une blessure vasculaire, et cette blessure peut survenir chez une personne normale qui n'a pas d'anticorps antitopo, et c'est de ça que nous parlons en ce moment, et cette blessure vasculaire peut être causée par la cigarette, par des toxines. Elle peut être causée parfois par certains médicaments, par des infections. Même si on n'a pas la sclérodermie, nous sommes tous exposés à avoir des blessures vasculaires. Et la lésion vasculaire déclenche à ce moment-là l'apoptose des cellules endothéliales, comme vous le voyez ici. Qu'est-ce que c'est l'apoptose des cellules endothéliales? C'est un changement dans les cellules endothéliales. Elles perdent leur noyau, et le noyau contient des petits granules qui sont la topo. Et la topo se retrouve à ce moment-là dans ce qu'on appelle les apoptotic bodies, qui sont des petits morceaux de cellules. Et la topo, qui était séquestrée dans le noyau, se retrouve à ce moment-là à la surface des fibroblastes. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'il peut y avoir à ce moment-là une fuite de la topo à l'extérieur des cellules endothéliales. Il peut y avoir un leakage de la topo à l'extérieur des cellules endothéliales. Or, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur des cellules endothéliales? Il y a, entre autres, comme cellules, des fibroblastes. Et nous avons découvert que la topo peut, à ce moment-là, aller se lier à la surface des fibroblastes. Et si nous faisons un agrandissement de la surface des fibroblastes pour regarder de quoi la membrane de ces cellules a l'air, eh bien, on voit qu'il y a en fait un récepteur et que la topo vient se lier à ce récepteur. Ici, nous sommes toujours chez une personne normale qui n'a pas d'anticorps antitopo. Nous parlons du rôle biologique normal de la topo. Et le résultat de cette liaison va être qu'il va y avoir dans les fibroblastes un changement dans leur comportement, dans leur aspect. Ils vont commencer à bouger pour aller aider la plaie à cicatriser. Et il va y avoir donc un processus de fibrose, mais qui est auto-limitant et qui va permettre donc la cicatrisation et la guérison de la plaie originale. Alors, c'est un processus dans lequel la topo est normalement impliquée. Alors, c'est très important de comprendre ceci. Maintenant, lorsque nous avons fait ces découvertes, eh bien, en recherche, quand on trouve quelque chose, ça amène toujours d'autres questions. Et nous nous sommes posé deux questions. Qu'est-ce que les anticorps anti-topo des patients qui ont la sclérodermie font dans un système comme celui-là? Est-ce que ces anticorps pourraient perturber le processus de guérison normal? Et deuxièmement, nous nous sommes dit, si nous voulons en arriver à trouver un nouveau traitement qui bloque les mauvais effets des anticorps antitopo, il faut caractériser mieux le récepteur. Le récepteur, c'est ce que vous voyez ici, c'est à ça que la topo vient se lier à la surface des cellules fibroblastes. Et